Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette étape numéro 5 qui nous emmenait du côté de Cattolica en partant du côté de Modène, étape qui a été très calme. Je m'attendais à des coups de bordure selon la météo de la chaîne météo et puis bon au final le vent n'était pas là. On devait avoir de la pluie et puis au final il faisait très sec aussi. Très déçu par la chaîne météo aujourd'hui. Mais voilà, ça a été une étape très calme, on va dire, pendant les trois quarts. Et c'est à 25-30 km de l'arrivée que ça s'est animé, surtout quand on a pris des routes beaucoup plus étroites et dangereuses. On reviendra sur la sécurité, on va en parler dans quelques instants. On parlera des bleus, des coureurs au top et des flops. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, notamment sur la sécurité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un top. Eh bien, on va commencer par un sujet, la sécurité. J'avais parlé de la sécurité sur le Tour des Alpes, notamment où j'avais dit, bon, les coureurs, on va pas leur mettre non plus des barrières. Voilà, c'est un sport d'extérieur. On va pas modifier les descentes pour les parcours. Par contre, on peut, quand on a un parcours en ville notamment, éviter de prendre des routes qui font la taille de 3 vélos, quoi, en largeur. Je trouve que le final de cette étape, c'était dangereux. Et alors la chute Landa-Dombrowski, ça a été le pompon avec Sivakov également. Je trouve que c'était d'une dangerosité. Sur les 20 derniers kilomètres, alors qu'en fait c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple. Je suis quasiment sûr qu'on a traversé Misano, on pouvait prendre des routes beaucoup plus grandes dans Misano, parce qu'ils se sont fait chier à prendre les frontons de mer. Misano, ça va être une grosse ville, hein. Donc c'est comme si, je sais pas, t'allais dans quelle ville, t'allais à Brest et tu te faisais chier à prendre la route du port, tu vois, qui longe bien la mer, puis qui est bien très serrée, tu vois, parce que je vous avais dit sur la présentation que les stations balnéaires ou les frontons de mer, c'est toujours dangereux. Parce qu'il y a des ralentissements, parce que les routes sont étroites, parce que vous avez du sable également. Il y a toujours du sable sur les routes, qui est ramené par le vent. Parce que même quand on dit qu'il n'y a pas de vent sur le front de mer, il y a toujours du vent. Eh bien, là, on s'est retrouvé à avoir des passages tortueux, alors qu'il n'y avait aucun intérêt. Et puis ensuite, après, on est quand même en 2021. C'est-à-dire que le Tour de France fait ça depuis 2 ou 3 ans, d'indiquer avec un signal lumineux quand il y a notamment des terre-pleins centraux. C'est le truc le plus dangereux aujourd'hui du cyclisme, c'est les terre-pleins centraux. Et puis on forme également énormément les policiers notamment. Là, excuse-moi, mais le mec sur l'accident de Dombrowski, il fait pas bien son job. Il fait pas bien son job parce que j'entends pas de coup de sifflet, moi. Normalement, c'est le minimum. Hein. Déjà, c'est d'être devant la difficulté et d'avoir un coup de sifflet. Et encore, là, il y avait un mec. On a eu des miracles avant parce qu'il y a beaucoup de terre-pleins centraux où il y avait personne. Les ronds-points où il y avait personne pour indiquer. Et comme ils utilisent toujours pas de signal lumineux, comme sur le Tour de France, pour indiquer ce genre de choses, eh bien, c'est très vite la catastrophe. Et comme je trouve qu'on a pris un final trop dangereux, parce que là, on n'est pas sur un final en descente où on sait que ça sera des groupes de 10 coureurs, comme on avait sur le Tour des Alpes. Ou une descente technique, oui, à un moment, il faut savoir maîtriser son vélo. Là, le problème, c'est qu'on sait que sur ce type d'étape, où il n'y a eu aucune difficulté, on va avoir un peloton de, 300 coureurs, de 150 coureurs, encore à ce moment-là de la course. Donc c'est bien plus dangereux. Et moi, autant sur les étapes de descente, je vous dis très clairement, je trouve qu'il y a des gens qui s'enflamment beaucoup trop. Autant sur les sprints, je trouve qu'on a encore énormément de travail à faire sur la sécurité dans ce domaine-là. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Elia Viviani. Et du côté d'Elia Viviani, la journée a quand même plutôt été bonne. Moi, j'attends de voir quand même la décision sur le sprint d'un certain Giacomo Nizzolo. Parce que je trouve qu'il change de voie. Alors là encore, ça dépend des courses. Sur le Tour de France, je pense que Nizzolo est disqualifié. Sur le Giro, pas sûr. Mais je trouve qu'il se décale énormément et surtout qu'il tasse Viviani. Alors après,
Bon, c'est mon interprétation et même là, je suis pas totalement sûr. C'est pour ça que j'attends d'avoir la décision du côté du sprint du Nizzolo parce qu'il se décale. Voilà, il part côté gauche pour finir quasiment côté droit contre les balustrades. Et en fait, il y a Viviani qui est côté droit au niveau des balustrades. On va voir, mais je trouve que le sprint est un peu limite. On continue du côté donc de Viviani, sinon en troisième place, c'est plutôt une belle journée de la part de Viviani, je trouve, sur un parcours tout plat. Moi, je l'avais mis parmi mes favoris, il y a Viviani. J'ai pas été déçu, et surtout, je trouve que la Cofidis a fait un meilleur travail dans le final de cette étape. Ils ont vraiment fait du bon boulot dans le final. Donc voilà, c'était pas simple. On aurait pu faire des erreurs de placement et le placement était plutôt bon pour le coureur italien et surtout il avait 4-5 coureurs encore à 6 km de l'arrivée je crois. Donc ça c'était très intéressant. On continue côté des Français avec Alexis Goujard qui a attaqué aujourd'hui. Alexis Goujard sur un parcours qui pouvait lui convenir parce qu'on sait que c'est un très bon rouleur sur les parcours qui sont peu vallonnés. Alexis Goujard en échappé, c'est toujours bien. Il a été intelligent aussi parce que il attaque à 25 bornes de l'arrivée alors que le peloton est à 2 doigts de reprendre les hommes de tête. Il revient très vite sur les hommes de tête. À ce moment-là, il y avait un coureur de la Bardiani et Simon Pello. Le coureur de la Bardiani, je vais vous redonner son nom. Ça va me prendre un petit peu de temps, je vous le dis. Mais c'était très intelligent d'attaquer à ce moment-là, surtout qu'il savait que le parcours allait être beaucoup plus technique. C'était Gaburo, Davide Gaburo, qui était dans l'échappée avec lui. Il a tenté le coup. Moi, je trouve que c'était pas con dans l'idée de la part de Goujard, que c'était une bonne stratégie. De toute manière, sur une étape comme ça, il attaquait 20 bornes, donc je suis pas sûr qu'au niveau physique, il est vraiment tapé dans le moteur. Il est vraiment tapé au niveau énergie. Et puis voilà, il fallait tenter le coup parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant pour un coureur comme ça. Et puis chez AG2R, je pense qu'ils ont les coudées quand même pas mal franches parce qu'il n'y a pas forcément un leader qui se dégage au niveau du général. Donc c'est une équipe de francs-tireurs. Donc quand on a une équipe de francs-tireurs, eh bien, il faut parfois tirer des cartouches qui n'atteignent pas toujours leur cible. Je passe également du côté d'AG2R. Mauvaise journée pour Clément Champoussin qui perd 1,03 aujourd'hui. Certainement gêné par les chutes. Il y a eu, dans les 20 derniers kilomètres, il y a eu beaucoup de chutes. Notamment des coureurs de la Lotto, notamment Sivakov, notamment Dombrovski Landa. Donc il a été certainement gêné par une de ces chutes sur le parcours. Champoussin, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que l'écart au général je pense commence à être important. Je vous l'indiquerai dans quelques secondes quand on passera au coureur au top. Attaque de Marlou. Le classement de Clément Champoussin, vous l'aurez en bas de l'écran parce qu'il n'est toujours pas indiqué pour tout vous dire sur Pro Cycling Stats. Il est 17h55, l'étape est arrivée il y a une petite vingtaine de minutes. Donc voilà, c'est encore tout frais, tout récent. Cette arrivée d'étape, en passant, je ne sais toujours pas si Sivakov est arrivé. J'ai pas l'impression. On verra l'écart de Sivakov. Du côté des coureurs au top, les coureurs au top, moi j'ai mis Caleb Ewan. On était un petit peu inquiet pour Caleb Ewan ces derniers jours, c'était quand même pas la folie pour le coureur australien qui avait eu un tour de la communauté de Valence compliqué face à Arnaud Démare, avait eu un début de saison pas exceptionnel, sauf Milan-San Remo, grosso modo, qui était le seul résultat très intéressant de sa saison. Du côté de Caleb Ewan, il nous a rappelé que c'était un sprinter. Et je pense que la condition physique va aller de mieux en mieux parce que Caleb Ewan, on sait, son objectif, c'est d'aller sur les 3 grands tours, de gagner une étape sur chacun des grands tours. Donc forcément, il est arrivé avec très peu de jours de course dans les pattes avant le Giro et surtout il est arrivé avec beaucoup d'état de fraîcheur et je pense sans avoir énormément sans avoir eu le temps de travailler forcément toutes les arrivées. Là aujourd'hui le dernier kilomètre était quand même très droit parce que le dernier virage était à l'entrée du dernier kilomètre.
Donc après, ça allait un peu mieux dans le final pour un coureur comme Caleb Ewan. Et puis on sait que Caleb Ewan, il est un peu comme Robbie McEwen, c'est un coureur qui s'oscille très très bien, qui sait être intelligent dans les sprints. Et là aujourd'hui, il fallait être intelligent parce que quand Molano a arrêté de rouler, encore une fois, eh bien il y a eu une sorte de petit regroupement. Et là, il n'était pas très bien placé avant le passage de Molano, et ça s'est regroupé. Et paf, il est parti et il a fait un très très beau sprint. Je continue également avec deuxième coureur au top et dernier coureur au top, c'est Matteo Moschetti. Je trouve que Moschetti, c'était pas mal encore aujourd'hui. Pour un coureur qui n'est pas forcément très bien aidé au niveau du sprint, parce que je pense qu'à part Con de Kort et peut-être Jacopo Mosca qui roule pour lui, il doit se démerder seul. Matteo Moschetti, c'est quand même un coureur qui arrive à faire régulièrement des top 10 sans avoir un train à son service, en étant dans une équipe quand même qui joue souvent le général des grands tours, qui joue là cette année plutôt les victoires, quoique Ciccone est quand même bien placé au général. Donc du côté de Moschetti, il doit toujours faire seul, et moi j'aimerais bien voir Moschetti, si un jour c'est possible, je ne sais pas si ça sera chez Trek ou dans d'autres équipes, voir Matteo Moschetti avec une vraie équipe autour de lui, un vrai train, parce que je pense que c'est un coureur qui pourrait être performant dans ce genre de conditions. On passe tout de suite au flop. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Peter Sagan, parce qu'on va essayer de faire que la vidéo soit pas trop longue. Peter Sagan, pourquoi je le mets bonnet d'âne? Parce qu'il finit assez loin. Aujourd'hui, je trouve, il finit 4e, voilà. Il finit assez loin par rapport au fait que il est très bien emmené. Il est emmené, je dirais, pour moi, comme sur un plateau, il a un coureur qui lance à la bonne vitesse. Après, je trouve que Sagan, quand il démarre son sprint, j'ai regardé 2-3 replays, il n'y a pas beaucoup de puissance, quoi. C'est pas fou. Alors après, aujourd'hui, c'était un sprint tout plat. Faut relativiser. Aussi, c'était un sprint qui était très très plat. Mais malgré tout, Sagan, l'année dernière, il nous avait montré quand même des belles choses, même sur des sprints tout plats, sur le Giro notamment. Vous l'avez fait 2-3 belles perfs sur ce type de situation. Et là, c'est surtout que je suis inquiet parce que quand il démarre son sprint, il est bien placé et il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau des jambes. C'est-à-dire, on n'a pas une sensation de puissance du côté de Sagan. Et ça, c'est un petit peu inquiétant pour le coureur de l'équipe Borans-Greux. Je continue avec notre ami Molano du côté de UAE. 2 jours d'affilée qui plante quand même son sprinter et qui fout la merde dans le sprint. Commence à faire beaucoup pour Molano. C'était déjà le cas dans l'étape numéro 2. J'en avais déjà parlé, avec cette incompréhension avec Gaviria. Mais là encore, il s'écarte en plein milieu du peloton. Alors que le sprint va démarrer, il s'écarte en plein milieu du peloton à 500 mètres de l'arrivée. Donc c'est vraiment d'une intelligence folle. C'est vrai qu'un sprint, c'est pas du tout un endroit dangereux en plus. Et je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais il n'a pas vu Gaviria tout de suite dans sa roue, alors que pourtant Gaviria finit 5. Gaviria remonte un peu, mais Gaviria il n'était pas 20e dans le peloton. Donc je vois pas pourquoi il s'est écarté de cette manière très brusquement, alors que son leader était pas loin derrière. Voilà, c'est un petit peu une incompréhension pour moi du côté de Molano. Puis bien entendu, les deux combattent beaucoup aujourd'hui sur chute. C'est Landa et Sivakov. Pour les deux, on va faire un prix de gros. C'est une très mauvaise journée. C'est surtout dommageable parce qu'on était sur une journée sans histoire. Mais Landa est comme Sivakov. Alors Sivakov, je pense, parce que on pense que c'est Bernal le leader désormais. Puis désormais, ça sera Bernal le leader. Mais Landa était très mal placé dans le peloton. Et c'est pas la première fois que Landa se fait avoir. Notamment l'année dernière sur le coup de bordure du Tour de France, il se fait déjà avoir parce qu'il est mal placé à ce moment-là. Il tombe avec 4 ou 5 coureurs de la Bahreïn. C'est un coureur qui ne sait pas se placer dans le peloton. Et quand on veut jouer maintenant la gagne, il faut savoir se placer dans le peloton, il faut savoir se placer devant, il faut savoir frotter un minimum. Et là, dans son cas, c'est un petit peu compliqué parce que en comparaison, par exemple, sur l'étape du jour, Romain Bardet a dû frotter, je pense, et finit 22e de l'étape. Bernal finit 17e. Lui, quand il tombe, il est déjà dans la deuxième moitié du peloton, donc ça ne peut pas le faire. Et puis, bien entendu, également Dobrowski. Mais ça, on en a déjà parlé du côté de la sécurité sur cette course. Demain, on aura une étape avec arrivée en bosse. Ça va être très intéressant. Il faudra suivre la présentation parce qu'on aura 3 côtes dans la journée. Et la dernière bosse, peut-être
qu'on aura encore un baroudeur demain qui aura peut-être également le maillot rose. Donc n'hésitez pas à regarder la présentation demain, ça sera à 7h30. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, donc on se retrouve demain 7h30 pour faire la présentation de cette étape numéro 6. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.